Bienvenue dans cette 17e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, dans la série Le cri des pauvres, la question du logement. Nous avons tous besoin d'un toit pour nous abriter, mais nous ne sommes pas tous égaux devant la situation du logement. Le logement. Prêtons tout d'abord l'oreille au prophète Isaïe. Le jeûne qui plaît au Seigneur, n'est-ce pas héberger chez toi les pauvres sans abri? Pour Isaïe, ce qui plaît au Seigneur, c'est pas d'abord des grandes mortifications, des sacrifices épouvantables. C'est plutôt d'avoir le cœur ouvert aux détresses. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous qui osent faire ça concrètement, d'héberger chez nous des pauvres sans-abri, mais peut-être que notre souci, plus globalement, devrait être la question du logement disponible pour tout le monde. Comment se fait-il que tout le monde ne puisse pas avoir accès à un endroit où loger, un endroit où habiter, un endroit décent? C'est une question de dignité humaine, nous dit le pape François. Dans son encyclique Loué sois-tu, Laudato si, au numéro 152, il nous rappelle que la possession d'un logement est très étroitement liée à la dignité des personnes et au développement des familles. C'est une question centrale de l'écologie humaine. Et pour lui, l'écologie humaine est une dimension de l'écologie intégrale. Tout est lié, comme le répète souvent le pape François, et les causes des inégalités sociales sont exactement celles qui produisent aussi la dégradation écologique de notre maison commune. En 2001, j'ai eu la chance extraordinaire d'aller visiter quelques projets de développement et paix au Pérou. Là, vous voyez une photo de un des pueblos jóvenes de Lima. Donc, un pueblo joven, c'est en fait un nouveau développement, un nouveau quartier, mais on pourrait appeler ça aussi en d'autres termes un bidonville. Lima est une ville, une énorme ville de plusieurs millions de personnes qui est située sur le bord du Pacifique, dans une zone qui reçoit vraiment très peu de pluie. Alors c'est très très sec, il n'y a presque pas de végétation. En fait, dans les maisons des quartiers riches, autour des maisons des quartiers riches, il y a des magnifiques jardins, mais ils dépendent de l'arrosage qu'on fait. Les pauvres n'ont pas un même accès à l'eau potable et les gens vont donc coloniser les quartiers de plus en plus loin et souvent les dernières maisons construites sont en haut des collines et les quartiers sont vraiment très très denses. J'ai été très impressionnée de circuler là dans un nouveau quartier là où les ruelles entre les maisons c'était vraiment juste la largeur pour circuler à pied et c'était très à pic, on pourrait dire, d'une partie du quartier à l'autre. Mais plus encore que la pauvreté ou le statut précaire des habitations et des gens qui étaient là, ce qui m'avait impressionné, c'est leur résilience, leur désir d'améliorer leur situation. Quand on est dans les zones les plus anciennes d'un bidonville, on voit que les gens ont peu à peu amélioré leur sort. Il y a souvent sur le toit des maisons des tiges de métal qui sortent et ça, c'est le début de la construction d'un nouvel étage de la maison. Donc, pour agrandir, pour loger peut-être les enfants devenus grands. Et quand on va tout à fait en haut, là où les habitants viennent d'arriver, souvent de la campagne, des Andes, où la vie est difficile aussi, il y a moins de ressources pour continuer à vivre, ben des fois la maison se réduit à quelques murs en paille tressée. Et alors qu'en bas, on a accès à l'eau potable, ben en haut, des fois, on dépend d'un camion citerne qui va venir livrer l'eau de temps en temps. Donc, Lima, c'est un exemple parmi bien d'autres. Si on s'en allait, par exemple, à Mumbai, en Inde, on verrait aussi d'immenses bidonvilles. Idem en Afrique, idem en Asie. Et ce qui est frappant aussi dans les pays où il y a beaucoup de bidonvilles, c'est les conditions sanitaires. Vous voyez des égouts à ciel ouvert, vous voyez la promiscuité, c'est des quartiers où on craint pour sa sécurité, il y a beaucoup de violence. Imaginez la vie des femmes à travers tout ça. Plus de risques de maladies, plus de risques de toutes sortes de situations
de violence et des situations désagréables, accès à l'éducation plus difficile, ajoutez tout ce que vous voulez, là, tout ce que vous pouvez imaginer de situations. Et en cas de pandémie comme on a maintenant, ça doit drôlement compliquer la vie des gens par là. Ici, vous avez une photo prise dans le camp de Kibumba au Zaïre qui, après le génocide rwandais en 1994, abritait jusqu'à un peu plus de 1 million de personnes. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de la situation de ce camp-là, s'il existe encore aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui existent et qui sont des fois très densément peuplés, ce qui veut dire encore là tous les mêmes problèmes de promiscuité, d'accès à la nourriture, d'accès à l'eau potable, la sécurité pour les femmes en particulier. Si on regarde à l'échelle mondiale quelques chiffres de l'Organisation des Nations Unies, ce serait 900 millions de personnes qui seraient dans des situations d'habitation précaire, donc ou qui vivent dans des logements vraiment inadéquats, des habitations informelles construites avec les moyens du bord, avec les matériaux qu'on peut trouver, un bout de tôle, un bout de carton, et ces habitations-là sont aussi très souvent surpeuplées. Donc, des problèmes majeurs. Et on pourrait, bien entendu, aussi revenir chez nous et se dire, est-ce que c'est complètement absent chez nous, les problèmes de logement social? Eh bien non. Quand c'est l'approche du 1er juillet, on entend plein de reportages qui nous disent combien il y a des gens qui ont de la misère à trouver un logement, en particulier à Montréal. Et d'après certaines statistiques, là, juste à Montréal, il y aurait à peu près 100 000 personnes qui dépensent pour leur loyer plus que ce serait raisonnable par rapport à leurs revenus. Et sans compter aussi l'itinérance. Et avec l'arrivée de la COVID-19, à Montréal, il semble que ça fait doubler l'itinérance de la ville. Le nombre de personnes itinérantes serait passé de 3 000 à 6 000. Et chez nous aussi, à Chicoutimi, si vous vous promenez au centre-ville, vous pourrez rencontrer de temps en temps des personnes itinérantes et on a aussi notre maison des sans-abri. Donc, c'est un problème évidemment qui est pire dans les pays du Sud, les pays pauvres. C'est avant tout en Afrique et en Asie que ça se manifeste, mais en fait, c'est un phénomène mondial et qui est relié à toutes les causes qui font qu'il y a des injustices et des inégalités. Et au rang des inégalités, on parlera la semaine prochaine de la question de l'accès à l'éducation.